parti. Ok. Bien. Alors, bonjour Thierry, merci d'être avec Bonjour nous ce Valérie. soir. Bonjour Bonsoir. Audrey, qui est la co-organisatrice de cette soirée. Thierry, je t'avais interviewé en fait pour le premier film Et si la mort n'existait pas, ça remonte à 2017, donc il y a déjà 4-5 ans. Et donc c'est la même interview que j'ai utilisée pour ce film-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter en fait? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ta vision de l'âme? Mon Dieu, de la mort et de l'âme, c'est ça. Hein, Oh. mais en fait, quand on s'est rencontrés et que tu avais fait cette interview pour le film sur la mort, je n'avais pas encore vécu. Enfin, si, j'avais vécu une expérience qui, moi, a été très, très troublante, très déterminante, que j'appelle l'expérience du silence intérieur, mais je n'avais pas encore réussi à vraiment la communiquer aux autres. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés, c'était un peu difficile pour moi de parler de quelque chose qui se passe au-delà des mots. Et puis, bon, je suis parvenu quand même à écrire Écouter le silence à l'intérieur, dans lequel je racontais cette expérience mystique quelque part, comme une conscience éveillée qui m'a donné le sentiment qu'il y avait une dimension de l'existence qui était impérissable, éternelle, présente en chacun de nous, ce que j'ai appelé l'essence de l'être, et qui se matérialise chez chacun de nous sous la forme de ce que maintenant j'appelle l'âme. Mais je n'avais pas ce vocabulaire aussi clairement incarné quand on s'est rencontrés. Et donc, on se reverrait aujourd'hui autour de ces thèmes-là. Ben oui, je te parlerai de la nature profonde de l'être, de la nature profonde de notre essence profonde, qui est pour moi l'essence de la vie, qui est pur silence, pure conscience, pure présence, pure acceptation, pur amour. Et je pense que c'est la nature de l'âme. L'âme est là pour aimer. L'âme est là pour animer la vie, pour faire des liens sains qui font la vie. Donc voilà ce que je rajouterais. Après, on peut évidemment parler pendant très longtemps sur ce sujet, mais en gros, c'est de ça qu'il s'agit pour moi aujourd'hui. Merci Thierry pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? À droite, vous pouvez poser vos questions en chat. On a quelques feedbacks sur le film, plutôt sympathiques. Mais justement, je voudrais te demander, puisqu'on est là tous ensemble et qu'il y a un grand nombre de gens qui ont vu ce film, toi, quels sont les retours que tu as maintenant où as-tu l'impression que ça touche les gens, ce sujet de l'âme et cette façon d'aborder? Parce que finalement, chacun des intervenants dans ton document, dans son film, il a une façon de regarder ça qui lui est propre, même si on sent qu'il y a quelque chose de très commun Oui. à toutes ces perceptions. Mais en quoi ça a touché le public? Est-ce que tu as pu percevoir quelque chose? Est-ce que tu as des retours qui t'indiquent que voilà, ça vient réveiller quelque chose, ça vient montrer des évidences ou que sais-je? Alors oui, tout à fait. Ce qui est étonnant avec ce film, et je ne m'y attendais pas du tout, c'est que les gens disent qu'au bout de 10 minutes à quart d'heure, quand on commence à parler des pratiques de respiration, eh bien, les gens commencent, le film se diffuse à l'intérieur d'eux et ils vivent le film avec émotion, en fait. C'est comme si le film leur ouvrait le cœur et l'âme. Et étonnamment, j'ai des gens qui reviennent au cinéma, on parle au cinéma, le voir 3 ou 4 fois. Ouais. Et parce qu'ils se prennent, ils disent, on se prend 1h10 de lumière, c'est un shoot de lumière, c'est un shoot à la fin, ça leur a ouvert, ça leur a ouvert le cœur et l'âme. Voilà, c'est vraiment, ils vivent en fait, c'est pas un documentaire, c'est que de l'information extérieure, mais ce film apparemment te fait vibrer à l'intérieur. Et Mais je suis étonnée par les gens, si tu veux, parce qu'ils peuvent l'acheter en DVD, ils peuvent l'acheter en VOD. Je suis étonnée que les gens reviennent le voir au cinéma. Même déjà, j'ai eu des gens qui sont venus le voir, plein de gens sont venus le voir 3 ou 4 fois, parce qu'à Paris, j'ai organisé plein de projections. Et voilà, moi, c'est ça en fait. oui, mais ça ne m'étonne pas parce que en le regardant, moi, j'avais répondu à tes questions et puis je n'ai pas vu le film avant qu'il soit monté. Et la première fois que je l'ai vu,
c'est le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, les personnes que tu avais choisies incarnaient toutes profondément ce qu'elles avaient perçu et que donc leur présence dans le document pouvait résonner avec quelque chose que chacun porte au fond de soi, quelque chose qu'on sait tout au fond de nous et qui résonne avec ces témoignages qui sont pleinement incarnés. Donc ça ne m'étonne pas ce que tu dis. J'ai presque envie de dire que c'est pas, je ne vais pas dire thérapeutique, mais ça réveille, et ça autorise à avoir accès à cette dimension que nous portons tous, qui est notre essence profonde. Oui. Ouais, effectivement. Je lis en t'écoutant, hein, je lis un petit peu les témoignages. Alors, on me demande comment est-ce que j'ai choisi les intervenants. Je crois que c'est des rencontres. Je n'ai pas cherché. C'est des coïncidences, des rencontres, des lectures. Je me dis si ces personnes ont croisé mon chemin. Parfois, on me conseillait quelqu'un, mais si je ne sentais pas ou si cette personne n'avait pas croisé mon chemin, c'est qu'elle ne devait pas être dans le film. Voilà. Donc, j'ai laissé un peu la vie décider. Mais bon, je suis aussi une grosse lectrice, une grande lectrice, donc j'avais lu beaucoup de choses. Et oui, voilà, ça a été une suite de rencontres. Oui. Et il y avait peut-être une question pour toi, Thierry. Oui. Il y avait une question sur comment Je ne s'aimer vois quand pas les sa mère aurait... questions. Il faut me les dire parce que je ne les vois pas sur l'écran. D'accord. Comment s'aimer quand sa mère aurait préféré vous voir morte à la naissance et que les violences subies vous font sentir coupable d'être en vie? Oui. Ah, c'est difficile, mais on peut le voir sous son aspect négatif, à savoir que voilà, c'est pas de chance, on n'a pas été désiré, on n'a pas été accueilli et on n'a pas pu construire une estime positive de soi. Et donc, on va toute sa vie avoir du mal à s'apprécier, à croire qu'on est aimable. Mais en même temps, on peut aussi décider de ne pas le regarder comme ça et de se dire que, mais ce que je vais dire ici est évidemment très spirituel, dans le sens où on peut se dire qu'il y a un travail de l'âme, puisqu'on parle de l'âme, qui consiste à vraiment manifester l'amour. Et d'être né dans une famille où on ne vous a pas désiré, où on ne vous a pas mis en valeur, où on ne vous a pas donné en confiance en vous, eh bien, c'est peut-être une opportunité de faire ce travail. Et c'est peut-être presque un cadeau, alors que je sais, ça peut paraître révoltant d'entendre ça, mais c'est presque le cadeau de se dire en conscience, je vais faire le travail qui me ramène à moi, qui me ramène à l'amour pour moi. Je vais manifester en conscience l'amour sur cette planète, moi qui viens d'un endroit, d'un univers, d'une famille où l'amour ne se manifestait pas, pour des raisons X et Y qui appartiennent à ceux qui n'ont pas pu le manifester. Et ce n'est pas parce que mes ancêtres, mes parents n'ont pas pu manifester cet amour que moi, je ne peux pas me faire le chemin qui permet de le manifester. Et ça commence par soi-même. Ça commence par croire que nous sommes aimables comme nous sommes. Il n'y a pas à s'inventer un personnage, à vouloir être quelqu'un d'autre. Il y a à accueillir tout ce que nous sommes. Et c'est ça le vrai amour, hein. C'est accueillir sa blessure, accueillir ses comportements parfois aberrants, parce que pour se débrouiller, on a parfois mis en place des comportements un peu aberrants, que moi j'appelle névrotiques. Et c'est apprendre à aimer tout ça sans jamais oublier qu'on n'est pas tout ça. On est celui qui peut aimer tout ça. Ça, c'est notre nature profonde. Je sais que le propos, il n'est pas très psychologique, il est beaucoup plus spirituel, parce que si on s'adresse qu'au niveau psychologique, on va avoir tendance à dire « Oh, comme c'est triste, oh, cet ego, ce moi blessé, il faut le réparer, il faut le plaindre. » Bien sûr qu'il faut l'accueillir dans sa douleur, mais il ne faut pas y rester, parce que nous ne sommes pas ça, nous sommes celui qui peut aimer ça, celui qui peut regarder ça. Nous sommes une conscience, nous sommes de l'amour. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, parce que
je ne me tiens plus simplement au niveau psychologique, où je trouve qu'on est resté trop longtemps. Il faut le niveau psychologique, mais si on y reste, si on s'y complaît, eh ben, on ne quittera jamais ces blessures de la personnalité. Il y a un niveau plus profond, beaucoup plus vaste, qui est le niveau spirituel, qui est le niveau de l'amour. Et on peut même en arriver alors, je sais que ça peut paraître totalement choquant, mais je peux en témoigner parce que moi, j'ai une enfance pas si facile. Je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce qu'on n'est pas là pour attirer des sympathies ou des compassions particulières, mais quand même, je sais que j'ai dû apprendre à non seulement m'aimer, m'accepter comme j'étais, malgré le rejet et les jugements et les violences dont j'étais l'objet, mais j'ai dû apprendre à aimer ceux qui avaient ces jugements et ces violences. Et je sais que j'ai pu le faire. Et c'est aujourd'hui une source de joie pour moi. Ces êtres ne sont plus forcément là, ils sont décédés, mais en même temps, c'est une joie parce que je suis libre. Je suis libre, je suis libre d'aimer et de me rendre compte que si ces êtres-là n'avaient pas été là, je ne serais pas là non plus. Donc, voilà, j'accueille tout ça et j'essaie d'en faire quelque chose. Et je voudrais ajouter, parce qu'à la dernière projection à Genève, quelqu'un a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut atteindre l'âme si on est très, très, très en souffrance et si on traverse une épreuve? Et c'est vrai que je remarque que dans ce film, tout le monde est lumineux, mais il faut voir que toutes ces personnes lumineuses, elles sont passées par les épreuves et par la souffrance. J'en connais certains, je sais que c'est 10 ans de souffrance, avec des cas suicidaires. Et au bout, oui, au bout, il y a la lumière. Mais on est tous passés, enfin moi j'en fais partie aussi, je fais partie des gens qui ont vécu des épreuves, qui m'ont construite et qui aujourd'hui va vers l'âme. Donc les gens pensent que c'est facile en fait parce que pour tous ces gens dans le film c'est facile parce qu'ils sont tous lumineux. Mais en fait la plupart de ceux qui sont dans le film sont passés par des grandes souffrances et des grandes épreuves. Et je crois aussi que certains appellent ça la nuit noire de l'âme. Finalement, toutes ces étapes de notre vie qui laissent finalement, qui nous amènent à notre essence, qui nous amènent finalement à nous retourner sur nous et puis à essayer de laisser cette vie qui cherche simplement à s'ouvrir en fait. Hein. C'est finalement ces étapes compliquées voilà, qui nous emmènent aussi sur ce chemin-là. Je ne sais pas si Thierry était figé, donc je me demande s'il n'a pas eu un problème de connexion. Alors, en attendant que Thierry revienne, moi je peux répondre sur les épreuves. Ah ben voilà, donc, Thierry, si tu veux répondre. Mais en fait, je vais répondre à ta question. Je suis désolé, il y a eu une coupure, je ne sais pas pour quelle raison, mais en attendant, oui, quand on est en souffrance, comment on peut atteindre l'âme? Mais je pense que c'est précisément parce qu'on est en souffrance qu'on peut atteindre l'âme. Je veux dire par là que il y a cette phrase qu'on entend souvent et qui dit c'est quand on est fêlé que la lumière de l'être peut être visible et irradiée. Et en fait, oui, parce que on est rempli de certitude, on est rempli de cette personnalité à laquelle on est identifié, que l'on appelle moi, ce moi qui dit je, qu'on peut appeler l'ego. Et ce n'est pas négatif l'ego, mais en même temps, s'il ne tourne que sur lui-même, ben, il ne peut pas aller au plus profond, trouver la nature qui anime tout ça. Et c'est à travers des blessures, c'est à travers des fêlures que tout d'un coup on perd ses certitudes, que les masques tombent, qu'on arrête de jouer un personnage et que dans notre vulnérabilité, on apprend à aimer, on apprend à accueillir sa blessure, on apprend à accueillir sa souffrance et du coup on est beaucoup plus capable aussi d'accueillir la blessure et la souffrance des autres. Et c'est là que l'amour circule. En tout cas, moi, je pense que si je n'avais pas souffert dans ma vie, et j'ai souffert très jeune, j'ai souffert dans mon corps, dans mon âme, je me souviens enfant, la blessure d'âme est énorme. Hein. Pour moi, la blessure d'âme, c'est la blessure d'amour. C'est pas l'amour attachement, hein. C'est pas parce qu'on m'a quitté ou que quelqu'un ne veut plus être mon ami. Ça, c'est la blessure de la personnalité. Et il y a une tristesse ou une colère, c'est la même énergie qui s'exprime
vers l'extérieur ou qu'on garde et qui nous rend dans une forme d'impuissance. Mais ça, c'est la personnalité. Mais il y a une blessure beaucoup plus profonde, une tristesse de l'âme qui dit « mais pourquoi il n'y a pas d'amour ?» Et je me souviens, enfant, j'étais parfois désespéré parce que je ne sentais pas d'amour. Et je venais, parce que je crois que tous les enfants sont des boules d'amour, c'est des âmes pures, et puis il n'y a pas. Parce qu'on rencontre des personnalités qui sont en défense, qui sont en souffrance, bien souvent, et ça empêche cet amour de partager, circuler, ce véritable accueil de soi, de l'autre. Et c'est comme si on avait un chemin de conscience à faire et que c'est à travers l'expérience de l'éloignement de ça qu'on peut y revenir. Et donc, moi, j'ai appris à dire merci à toutes ces souffrances, à toutes ces épreuves, parce que c'est elles qui m'ont appris à aimer. Et je me souviens d'une expérience, peut-être ça vous parle à vous qui êtes là avec nous ce soir, mais je me souviens d'une expérience où j'étais tellement en colère parfois d'être prisonnier de ces souffrances, de ces maltraitances aussi, parce que je peux dire que c'était de la maltraitance à mon égard. Eh bien, j'ai un jour prié la Sainte Vierge. Alors, je n'appartiens à aucune religion, mais j'ai comme ça des figures dans la religion de l'Égypte ancienne, dans l'Inde védique, mais aussi dans la chrétienté, des figures qui me parlent. Et pour moi, la Vierge Marie, c'est l'amour inconditionnel. C'est comme ça, c'est l'amour maternel qui pardonne tout, qui accueille tout. Et je lui disais, mais apprenez-moi à mieux aimer. Et envoyez-moi ce qu'il faut pour que j'apprenne à aimer. Ben, j'ai été servi, hein, parce qu'il faut faire attention quand on demande. J'ai rencontré des expériences douloureuses, mais en même temps, c'est elles qui m'ont ouvert le cœur, c'est elles qui m'ont fait m'accepter et qui m'ont fait accepter les autres. Beaucoup plus, parce que c'est pas toujours là, hein, il y a des moments où ça se referme. Mais donc, si on pouvait, fût-ce que déjà dans notre éducation, être sensibilisé à une autre façon de regarder ce chemin, et ne pas le voir que comme en tant que victime qui n'a pas tout ce qu'elle veut, qui n'a pas eu tout ce qu'elle voulait, mais de le voir comme des opportunités de gagner ce qu'on voudrait, de manifester ce qu'on espère. Alors on est libre et on devient créateur. Je pense aussi que personnellement, les épreuves, pour atteindre l'âme, il faut avoir fait sauter toutes les carapaces, c'est ce que tu expliques dans le film. Et les épreuves, pour atteindre en fait la sensibilité profonde, en fait, le cœur, c'est vraiment cette sensibilité empathique, compassionnelle au fond de nous. Et l'épreuve, enfin, pour moi, c'est une épreuve qui m'a fait lâcher toutes mes carapaces d'enfance. Oui. Et qui m'a fait qui m'a fait découvrir une sensibilité profonde. Oui. Et donc l'épreuve a aussi des bénéfices. Ah oui, elle fait sauter les masques, elle nous rend vulnérables, elle réveille ou elle révèle notre vulnérabilité qu'on ne peut plus cacher et qu'on doit on doit en prendre soin de cette vulnérabilité. Et moi, je fais la différence entre la vulnérabilité et la fragilité. C'est pas parce que je me sens vulnérable, c'est-à-dire sensible, vulnus, la blessure, je peux être reblessé, mais je vais en prendre soin. Et c'est ce prendre soin qui est de l'amour, qui est de l'accueil, qui est de la bienveillance à son propre égard et à l'égard des autres, du coup. Il y a une question intéressante. Bonsoir Thierry, peux-tu nous partager ta perception de l'âme par rapport à l'esprit? Ah oui, ça c'est très bien comme question. Après, ce sont des mots, mais effectivement, en ce qui me concerne, je n'utilise pas le mot âme pour le mot esprit et je n'utilise pas le mot esprit pour le mot âme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, l'esprit, qu'on soit bien clair, dans mon vocabulaire, ce n'est pas le mental. Parce qu'en français, très souvent, quand on parle de l'esprit, on confond avec le mental. Par exemple, une médecine corps-esprit, en anglais, on va dire body-mind medicine, mais mind, c'est le mental. C'est une médecine qui s'intéresse à l'influence du mental, des pensées, des émotions sur la santé du corps et l'influence de la santé du corps sur les pensées et les émotions. Body-mind, corps-esprit, moi je préfère dire corps-mental. Et l'esprit, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas de l'ordre du mental, c'est de l'ordre de la conscience. Et là aussi, je fais une différence.
dans le sens où le mental, c'est ce qui nous permet de penser, ça dépend de l'activité du cerveau, c'est toutes nos capacités cognitives à analyser, à réfléchir, à comparer, à penser, à juger. Mais la conscience, elle ne pense pas, elle est là, elle constate. Je ne vais même pas dire qu'elle observe, parce qu'observer, c'est encore une activité du mental. Et comme toutes les activités du mental, ça vient et ça part. Alors que la conscience, elle est juste là, elle constate, elle reçoit le monde. Elle est dans le monde, elle le contient, et elle est la nature du monde pour moi. Et donc, la conscience, je l'appelle l'esprit. Peut-être on peut l'écrire avec un grand E, et c'est cette conscience que je ne confonds pas non plus avec la conscience intellectuelle qui met des mots sur les expériences que nous faisons, ça fait encore partie du mental, mais la pure conscience, comme on dit parfois dans certains textes spirituels, c'est cette simple je suis au monde, je suis le monde est en moi, je suis un avec le monde, et ça se découvre à travers l'expérience de l'éveil de conscience, d'une expérience mystique qui est l'aboutissement souvent de la méditation. Parce que la méditation, elle permet de calmer le mental. Et quand le mental se calme, à un moment donné, la conscience peut s'éveiller. Et comment calmer le mental? Eh bien, en ouvrant le cœur, en cessant tous ces jugements, toutes ces analyses, en étant simplement dans l'ouverture, l'accueil inconditionnel de tout ce qui est. Et cette ouverture du cœur, pour moi, n'est pas que physique, pas qu'intellectuelle, elle est physique. C'est vraiment une profonde détente. D'ailleurs, en Inde, on dit parfois qu'en plus on se détend, en plus on aime, et au plus on aime, au plus on est détendu, ou on permet aux autres d'être détendus. Et donc, voilà, la conscience, la pure conscience, pour moi, c'est l'esprit, c'est la source dans laquelle tout jaillit et tout s'évanouit. C'est ce silence paisible, silencieux, aimant, qui accueille tout et qui est dans tout. Alors, qu'est-ce que l'âme? Et là, je suis obligé de faire un tout petit peu de métaphysique dans un sens, parce que si l'esprit, c'est la conscience, pour être consciente, elle doit être consciente d'elle-même. Mais pour être conscient de soi, il faut pouvoir se regarder. Or, si l'esprit, la conscience, c'est tout, comment elle fait pour se regarder? Elle n'a pas de recul. En plus, elle est en dehors du temps et de l'espace, et elle a tous les possibles en elle, mais ils ne sont pas encore manifestés. C'est ce qu'en Chine, on appelle le Wuji. C'est un cercle vide, mais ce n'est pas un vide, c'est un vide rempli de tous les possibles encore non manifestés. C'est la vacuité dont parlent les bouddhistes. Et ce Wuji, quand on rentre dans le temps et l'espace, il devient Taiji, avec un yin, un yang, les polarités qui animent tous les possibles. Ah, mais je vous ai perdu, non? Non, vous êtes... non, on est là. Et donc, si on part du principe que la conscience, pour être vraiment consciente, elle doit être consciente d'elle-même, et que pour être consciente d'elle-même, il faut qu'elle puisse se regarder, comment peut-elle se regarder si elle est tout? Il n'y a pas d'autre solution que de se morceler. Et c'est peut-être le Big Bang, ou en fait, c'est l'explosion de départ, la conscience, l'esprit s'éclate. Et toutes les parties, tous les potentiels qui étaient en lui vont se retrouver projetés dans l'espace. Et qui dit espace, dit temps. Parce que pour parcourir un espace, il y a un temps. Et qui dit espace et temps, dit manifestation matérielle. Et donc, tous ces possibles qui étaient contenus dans la conscience, en dehors du temps et de l'espace, dans ces possibles encore non manifestés, vont surgir dans le temps et dans l'espace et vont se manifester, et sous forme d'une âme. L'âme de Valérie, celle de Laurence, que je vois à l'écran là, celle d'Audrey, celle de Thierry. Et cette âme, c'est une expérience d'un des possibles de la conscience à travers le temps et l'espace. Et en fait, si on comprend ça, eh bien, nous tous, nous sommes des âmes qui exprimons un des possibles de la conscience selon une loi de cause et à effet que l'on appelle karma chez les Asiatiques, cette loi de cause à effet. Et nous faisons l'immense travail, tous ensemble, nous faisons l'immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même.
Je regarde Valérie et je vois un des possibles qui était dans la conscience. Et Valérie me regarde et elle voit un des possibles qui était dans la conscience. Et ensemble, on se regarde et c'est parce qu'on se voit que la conscience est consciente. Sans ça, la conscience ne serait pas conscience et donc elle ne serait pas. Ça vous paraît clair? Oui. Et d'ailleurs, Thierry, qui pense en nous? Mais qui pense, c'est le mental. Je pense que la conscience ne pense pas. Et ça, c'est l'expérience méditative et mystique qui m'a montré. Après, je me trompe peut-être, mais je suis habité comme ça. Donc, je ne peux pas trahir ce que je ressens en plus profond. Mais c'est pas, la conscience ne pense pas. Elle est au monde, elle contient le monde et elle est une. Et donc, elle est. Elle n'a pas besoin de penser. Elle n'a même pas besoin de dire je suis. Elle n'a pas besoin de dire j'existe. Mais nous, dans notre expérience, dans le temps et l'espace, sous forme d'âme, avec cette matérialisation de l'âme qui s'appelle le corps, nous avons un dispositif mental qui, en tout cas dans l'expérience humaine, parce que toutes les espèces ne sont pas dans le même genre d'expérience, eh bien, nous pensons, nous mettons des mots sur notre expérience. Et je pense que c'est une étape intéressante dans l'évolution de la conscience, de mettre des mots sur l'expérience. Mais un chien, il ne met pas de mots sur l'expérience et pourtant, il est toujours conscient. Mais il ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il a conscientisé. Mais il est conscient. Si vous le frappez, il le sent. Hein, il l'a perçu et il va réagir. Mais la moindre molécule est conscience. Parce que si vous appuyez sur, je ne sais pas, sur votre crâne, là, les molécules de votre peau, elles sentent la pression. Alors, elles n'ont pas un mental pour analyser, et penser, oui, il y a un homme qui a poussé sur moi, là, à l'instant, et ça m'a fait mal. Non, il n'y a pas de pensée, mais il y a conscience. Et la conscience est dans tout. C'est ça qui est très... je sais que c'est difficile à parfois conceptualiser parce que notre mental croit qu'il est la finalité. Notre mental croit qu'il est... Nous, les humains, en plus, on s'est dit qu'on était au-dessus des autres et que, parce que nous avions ce mental, on pouvait les dominer. Alors, on a cru qu'on pouvait dominer la planète, dominer les autres espèces, les animaux. Et entre espèces humaines, on s'est encore mis des gradations et on a mis les Noirs en esclavage. Enfin, on est fou. Le mental devient fou. Parce que au niveau de la vie, nous sommes tous conscience. Et donc, toute forme de vie mérite respect. Parce que la conscience, il n'y a pas à l'abîmer. Quelqu'un pose la question, les connexions d'âme existent-elles? Oui, je crois. Alors, évidemment, il y a des théories là-dessus. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a même des âmes jumelles ou très proches, et que c'est parce que dans la conscience, elles étaient proches, dans la source, elles étaient dans la même résonance, dans la même couleur, et qu'à travers le temps et l'espace... Oui, alors, je vais enlever le son. Pardon? Journée de fou, là. C'est ma dernière journée de fou, je crois. Allô? Voilà, j'enlève le son, comme ça, on est bien. Allô? J'étais aux toilettes quand tu as appelé, donc je ne pouvais pas répondre. Et voilà, et du coup, Valérie, je me là. suis dit, bien, je vais prendre 10 minutes parce que je venais de finir un... Oh là. On peut couper. Ouais, voilà, ça y est, ça a été coupé. Ah oui? C'était gênant pour elle parce qu'elle était aux toilettes. Avec 300 personnes en Zoom. Mais non, mais je ne sais plus, au moment où on a été interrompu par les toilettes, on était en train de dire que les âmes proches, et je disais, certains disent que dans la source, il y a des âmes qui sont très proches parce qu'elles sont dans la même vibration, dans les mêmes potentiels, et puis qu'à travers le temps et l'espace, elles ont vécu des expériences communes. Voilà, et alors on parle de on s'est connus dans d'autres vies, etc. Je vais vous avouer que personnellement, tout ça m'est complètement égal. Parce que quand on a fait l'expérience mystique, on sait que le temps et l'espace, c'est encore une invention du mental. Qu'il y a un endroit où on est au-delà de tout ça, dans la source, dans la lumière pure. Et que donc, bien sûr, on peut tous se raccrocher à des identifications. J'ai été Cléopâtre, tu as été Jules César, on s'est aimé dans une autre vie, on se retrouve dans celle-ci et on va encore s'aimer. Mais ce n'est pas très important.
ça nous rassure, nous, dans notre perception humaine, mais il y a un endroit où on est un de toute façon. On est un de toute façon. Alors, à vivre au quotidien, ce n'est pas si simple de se faire à l'idée qu'on est un de toute façon. Et donc, je comprends, et moi-même, je peux me dire, ah, j'ai l'impression que je connais cette personne. Encore ce soir, j'ai un ami qui était à l'hôpital et qui a passé un très mauvais moment à l'hôpital, et sa femme, je l'avais en ligne, elle me dit, il m'avait dit, la première fois que vous vous êtes rencontrés, vous étiez comme deux frères, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et en fait, cet homme, il m'avait rencontré parce que j'avais écrit un livre, Confidence d'un homme en quête de cohérence, que j'avais écrit en Égypte. Et à la dernière page du livre, c'était le 20 février 2012, j'avais mis la date d'ailleurs, j'expliquais que je regardais le soleil se coucher sur le temple de Medinet Abou à Luxor, j'habitais en face, et je voyais la montagne avec la vallée des rois, et puis je voyais les champs de blé et le temple. Et je raconte ça, c'est la dernière ligne du livre. Et lui m'écrit en me disant, eh bien moi, le 20 février 2012, j'étais dans le temple, au coucher du soleil. Donc nous étions sans le savoir l'un en face de l'autre. Et on s'est rencontrés, on a tous les deux une très forte reliance à l'Égypte, et on était comme deux frères, sans s'être jamais côtoyés. Et donc, on peut dire, voilà, c'est des rencontres d'âmes, c'est peut-être des vies antérieures, mais tout ça m'est complètement égal finalement. Parce que ce qui compte, c'est que cet homme, voilà, je raisonne, je le porte dans mon cœur et il me rappelle à quel point nous sommes un finalement. Voilà ma réponse. Alors, Thierry, moi j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais du mental, mais le mental, c'est quoi? Est-ce que c'est un corps mental? Est-ce que c'est de la matière ou est-ce que c'est de l'énergie, le corps mental? Le mental, ce que moi je disais, attends, tu parles du corps mental, mais d'abord le mental. Le mental, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de capacités cognitives qui dépendent de notre cerveau, de l'activité de notre cerveau, et qui permettent de se situer dans le temps et l'espace, qui permettent d'analyser un passé, un présent, un futur, qui permettent de comparer par rapport à nos mémoires et comparer l'expérience d'aujourd'hui, qui permettent de se projeter, qui permettent d'imaginer, qui permettent de juger, qui permettent en fait de penser. Et si votre cerveau est abîmé, eh bien tout d'un coup, inévitablement, votre mental perd de ses capacités. Et on le voit, il y a des maladies qui nous empêchent de continuer à bien penser. Je suis un peu troublé parce que là, tout d'un coup, j'ai un écran tout noir avec l'or qui est écrit dessus. C'est normal? On t'entend très bien, Thierry. Hein. Ah bon, d'accord. Et donc, le mental, voilà, il dépend vraiment de capacités du cerveau. Et il a une conscience, quelque part, comme je disais, il met des mots sur les expériences qu'il fait. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle la conscience mentale, moi. Mais en même temps, la conscience dont je parle ici, cette conscience, cette pure conscience, elle est au-delà du mental. Mais elle ne pense pas, elle est. Elle regarde. Alors nous, dans notre expérience humaine, fatalement, le mental va s'emparer de ça, il va remettre des mots dessus, va décrire, je suis en train de le faire. Et des gens ont trahi l'expérience, parce que l'expérience, elle est inouïe. C'est quelques fractions de seconde dans un éveil comme ça de conscience qui est très perturbant, parce que tout d'un coup, on est un avec tout, et il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais ce jour-là, on comprend, et quand on rencontre un chat, un chien, une fourmi, une fleur, on sait qu'on est un avec ça et qu'on est de la même nature. C'est incroyable. Et donc, le mental ne vient pas court-circuiter cette expérience. Mais inévitablement, dès que j'essaye d'en parler, c'est déjà fini. Et je m'identifie à celui qui a fait l'expérience. Alors, tu parles d'un corps mental. On pourrait dire, enfin, moi qui étais, je dirais, initié à essayer de comprendre la nature énergétique du monde, on nous parle, c'est très ésotérique, ce sont des enseignements qui ne sont pas forcément toujours très répandus, et en même temps, aujourd'hui, ils se répandent et c'est heureux, mais je pense que quand on veut les aborder, il faut une grande éthique, une grande, justement, une pureté d'âme. Et ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, quelque part. Je comprends que ça soit ésotérique parfois, parce qu'il y a l'initiation pour aborder tout ça. Et on considère qu'il y a plusieurs corps de la conscience, plusieurs niveaux de l'information. Et il y a un niveau que l'on appelle éthérique, qui est le niveau des sensations physiques.
qui est le niveau de ce corps, de nos souffrances physiques, il y a un corps émotionnel autour de ça. Et puis, il y a un corps mental, de nos réflexions. Et je vais me permettre, Valérie, de confier ici une expérience. On va peut-être me prendre pour un dingue, mais je m'en fiche parce que je l'ai vécu, cette expérience, à propos du corps mental. Parce qu'après le corps mental, il y a ce qu'on appelle le corps astral, qui est le monde, un monde invisible, de relations aux images et aux archétypes de l'invisible. Et puis, voilà, on a 7 corps apparemment, et peut-être davantage, mais il y a plusieurs années, quand j'apprenais à percevoir, à me mettre au diapason avec ces différents corps, il y a des techniques énergétiques, tantriques pour faire ça. J'étais en face d'une jeune femme japonaise qui me servait un peu de Kobe. Et il y avait une instructrice qui me guidait sur ce travail et elle m'avait demandé de sentir comme ça avec ma main les différents corps. Et très clairement, je sentais des différences. Alors on peut dire il les imagine, il y pense, et en même temps, oui, mais il y a une différence entre imaginer quelque chose et être surpris par ce qu'on perçoit. Et ça, c'est la grande différence. Tout d'un coup, vous êtes surpris. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est froid. Oh, là, c'est chaud. Ce n'est pas l'imaginer, c'est être juste impressionné par ce qui a été vécu. Et il est vrai que dans la théorie, on m'avait appris que le corps éthérique, qui est tout près du corps physique, fait de ses sensations, est assez structuré. Et qu'autour, le corps émotionnel est plutôt flou, comme des espèces de nuages dans lesquels on peut sentir comme ça des masses plus ou moins denses. Et puis que le corps mental, il était de nouveau très structuré. Et puis que le corps astral était de nouveau un corps flou avec toutes ces images, ces archétypes, ces mémoires. Et puis que le 5e corps était de nouveau très structuré, et ainsi de suite. Donc j'avais ça dans la tête. Et voilà que je commence à palper. Et je sens quelque chose de très structuré tout près du corps. Je me dis, OK, j'ai senti le corps éthérique. Et puis je sens quelque chose de flou, un peu plus à distance. Bon, je me dis, c'est le corps émotionnel. Et puis je sens quelque chose de nouveau, très structuré, mais très très loin, ça va très très loin du corps physique. Et je me dis, avec mon mental, et le mental peut nous induire en erreur, je me dis, c'est pas possible que ce soit le 3e corps, c'est vraiment trop loin du corps physique. Donc, ça doit être le 5e, puisque je savais dans mes références que le 5e corps était structuré aussi. L'instructrice arrive et elle me dit, alors, tu es dans quel corps là? Et je lui dis, je crois que je suis dans le 5e. Elle s'en va, elle dit rien. Elle revient quelques minutes plus tard et j'étais toujours en train de douter parce que j'avais senti un corps structuré, un corps flou et de nouveau un corps structuré, mais tellement large que je l'avais attribué au 5e corps. Mais dans mon expérience, là, c'était finalement que le 3e, le corps mental. L'instructrice arrive, elle me dit, alors tu es où? Je dis, mais je doute, j'ai l'impression que ça devrait être le 3e, mais ce n'est pas possible que ça soit le 3e, il est tellement, tellement loin du corps physique. Et elle me dit, mais Thierry, qui est en face de toi? Je dis, elle s'appelait Nobue, cette jeune femme japonaise. Je dis, c'est Nobue. Elle me dit, et Nobue, elle vient de quelle culture? Je dis, elle est japonaise. Elle me dit, et la culture japonaise, quelle est sa grande spécificité? Et tout d'un coup, je réalise, mais bien sûr, la culture japonaise, c'est une culture très mentale, très codifiée, avec des codes. On peut se faire harakiri sous prétexte qu'on a failli un code d'honneur. Il y a quelque chose de très, très rigidifié à travers une structure mentale très puissante. Et donc, elle me dit, oui, tu es dans le champ, dans le corps mental, mais il est très, très large, parce qu'elle est japonaise, et que nous véhiculons le corps de notre culture. Parce que nous participons à une culture, et elle dit, tu seras en Amérique latine, tu aurais des corps beaucoup plus larges au niveau émotionnel, tu vas au Japon, tu as des corps mentaux très très larges, tu vas en France, les corps mentaux sont aussi très très larges, parce que les Français sont assez rigides dans leur structure mentale, et un peu fermés dans leur cœur parfois, donc le 4e corps est un peu fermé, et voilà. Et ça m'a dit, non d'un chien, moi avec ma théorie et mon mental, je m'attendais à quelque chose, mais en fait, la vraie constatation, la vraie conscience,
elle captait autre chose. Et ça avait du sens par rapport à la réalité de la personne qui était en face de moi. Voilà la différence pour moi entre le mental et la conscience. La conscience constate, le mental, il imagine, il invente, il analyse et il peut se mentir à lui-même. Mens mentis en latin a donné mentiri, mentir. Merci Thierry. Une autre question. J'ai fait l'expérience d'une sortie de mon corps lors d'une séance de flottaison. Comment l'expliquer? Il y a tellement de façons de l'expliquer. Je serais peut-être un neurologue d'un certain type d'école. Je dirais, vous avez eu l'impression de sortir de votre corps, mais en fait, ce sont des zones du cerveau qui s'activent ou se désactivent et vous donnent l'impression d'être en dehors de votre corps, mais ce n'est qu'une reconstruction mentale, pour le coup, avec des images qui, à partir des informations que vous percevez, même dans le coma, eh bien, vous avez cette impression d'être en dehors, mais ce n'est qu'une impression. Il y a des neurologues qui parlent comme ça aujourd'hui, et pourquoi pas? Mais on peut aussi, dans une perspective, c'est vrai, un peu plus mystique, un peu plus spirituelle, ou basée sur cette expérience de conscience, imaginer, ou en tout cas verbaliser et se représenter que notre corps de chair, c'est une dimension de notre réalité, mais que nous avons dans ce corps de chair un corps mental, un corps donc fait d'images, de pensées, mais nous avons un corps d'émotions et nous avons donc plusieurs niveaux comment dire, d'information, et qu'il y ait un niveau encore au-delà de cela qui soit l'âme, qui soit cette source ou cette reliance à la source, qui soit de la lumière pratiquement pure, de la conscience pratiquement pure. Et qu'alors, dans certaines situations, ils puissent se dissocier et que peut-être ces situations sont celles qui vont se perdurer et devenir définitives au moment de la mort. On peut l'imaginer. Et je suis assez interpellé, j'ai parfois envie de dire réjoui, parce que j'aime bien les gens quand ils ouvrent leur façon de percevoir les choses, mais en tout cas interpellé de voir qu'aujourd'hui, certains neurologues commencent, et certains médecins, certains scientifiques, certains physiciens aussi, commencent vraiment à penser que c'est possible de se représenter les choses de cette manière-là. Et que donc, oui, il y a peut-être, je dis peut-être pour ne choquer personne, qu'on garde voilà, cette honnêteté de dire que le mental ne sait pas, mais que l'expérience que l'on peut faire à un niveau plus subtil peut donner une conviction profonde, qu'il y a une dimension éternelle en nous, qui est cette âme, qui est cette lumière, qui est cette conscience, et que quand elle va vraiment pleinement, qu'elle est vraiment conscience, pleinement consciente, elle se dissout complètement dans tout, tout est dissous en elle, et qu'on n'est plus identifié à Valérie, Thierry, Laure, Audrey, Valérie. On n'est plus une petite personne, on est tout. On est retourné à tout et tout était en nous. C'est de nouveau très mystique comme propos, mais un jour, peut-être la science nous montrera que c'est ce qui se passe. Et Thierry, est-ce que tu peux nous parler de l'intuition? Oui, je peux parler de l'intuition. Alors, l'intuition, pour moi, quand j'utilise ce mot, c'est un phénomène qui consiste en l'analyse non conscientisée d'une multitude d'informations, donc analyse par mon cerveau, d'une multitude d'informations, mais je n'en suis pas conscient. Et heureusement, parce que, regarde, par exemple, je te parle, je nous parle à tous ici, et si j'étais vraiment conscient de toutes les informations que je perçois à la seconde, je serais dans un état de stress et d'agitation qui m'empêcherait même de construire mon discours. Parce que je serais sans arrêt perturbé par le moindre bruit, le moindre clignement d'œil, ça ne serait pas possible. Et donc, mon cerveau sélectionne certaines choses dont il reste conscient pour élaborer sa relation au monde et sa pensée,
et du coup les réactions qu'il va mettre en place pour s'adapter. Mais il y a une foule d'informations qui sont quand même là, qui sont perçues et qui sont analysées de manière non conscientisée. Et au cours de cette analyse, ces informations sont comparées à des expériences, à notre bibliothèque d'expériences, et il en ressort une émotion. Toute cette sensation, toutes ces perceptions physiques aboutit à une émotion. Et cette émotion nous renseigne sur la qualité de ce que nous venons de percevoir. Et quand cette émotion est agréable, c'est que ce que nous avons perçu n'est pas dangereux pour nous, au contraire, ça peut être très bon pour nous. Par contre, quand l'émotion est désagréable, eh bien, on reçoit l'information que ce que nous avons perçu de manière non conscientisée n'est pas bon pour nous. Et alors, on a cette impression, oh, moi, je ne le sens pas. Non, cette personne-là, je ne m'en approche pas. Et on ne sait pas pourquoi on ne s'en approche pas. Mais parce qu'on a perçu des petits signaux qui nous font dire ça, c'est pas bon pour moi. Et parfois, c'est pas tout à fait vrai. Parfois, l'intuition, elle peut être pervertie par des petites choses. Par exemple, si ça m'est arrivé, j'ai été malmené dans mon enfance par une personne qui avait des mains dont je me souviendrai toute ma vie. Et un jour, je rencontre une personne et tout de suite, je dis « Ah non, 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 moi, je ne veux pas dîner avec cette personne. » Et on me dit « Mais enfin, il est sympathique. » Je dis « Non, moi, je n'ai pas envie, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de perdre mon temps cette soirée, je ne vais pas. » Et c'était plus fort que moi, incapable d'y aller. Et puis, la soirée se passe, moi, je n'y vais pas. Et les personnes qui y étaient me disent « Tu as vraiment eu tort. En plus, cette personne est passionné par l'Égypte ancienne, toi qui es passionné par l'Égypte ancienne, tu aurais adoré, etc. » Et je dis, dans le fond, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que ce que j'appelle mon intuition, là, m'a induit en erreur. Et en fait, j'ai fait l'effort de le rencontrer. Et il y a quelque chose qui m'a tout de suite dérangé, mais là, j'en étais conscient. C'était ses mains. Il avait exactement les mêmes mains que la personne qui, dans mon passé, m'avait fait beaucoup de tort. Et donc, inconsciemment, j'avais eu une réaction de rejet vis-à-vis de cette personne, intuitivement, non conscientisée, mais c'est un phénomène émotionnel qui me dit non. Mais c'était basé sur une expérience négative du passé, mais sans curiosité du présent, je m'étais induit en erreur. Mon intuition m'avait induit en erreur, même si elle m'avait protégé d'un éventuel agresseur, puisque ce genre de main, pour moi, était associé à des agresseurs. Ça paraît clair ce que je raconte? Oui. Alors, je sais qu'on pourrait vouloir raccrocher l'intuition à l'âme, mais pour moi, l'âme, c'est encore autre chose. L'intuition, pour moi, ça reste un phénomène cognitif, un phénomène du mental, et qui travaille de manière non conscientisée, qui m'informe sur les situations et qui me dit vas-y ou vas-y pas, de manière fondée ou non fondée en fonction de ce que j'ai dans ma bibliothèque. Mais par contre, ce qu'on pourrait appeler l'intuition de l'âme, moi j'appelle ça autre chose, j'appelle ça la résonance. C'est une façon pour moi de faire la différence. Après, vous pouvez bien sûr utiliser le mot intuition si vous voulez, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène cognitif, c'est une résonance. L'âme, c'est de l'énergie pure, ce n'est pas du mental. Donc, je rencontre une âme et je résonne avec cette âme. Il y a nos fréquences, nos diapasons, notre fraternité profonde, notre origine commune qui résonne. Et je préfère parler de résonance quand il s'agit de ce que mon âme vit. Et du coup, j'ai une petite question. Et dans ces cas-là, vous sentez réellement cette résonance dans votre corps? Oui. Et c'est mon corps. Vous savez, Audrey, enfant, moi, j'ai souffert dans mon corps. Et donc, et puis, c'est pas pour rien que je suis devenu chirurgien. J'avais besoin d'être en lien avec ce corps. J'ai eu une sexualité très jeune. J'ai beaucoup dansé quand j'étais jeune aussi, parce que j'avais besoin de l'habiter. Et sans ça, je le quittais.
parce que c'était un endroit souffrant et dont les autres se moquaient, tout ça. Donc, ce n'était pas simple à gérer. Mais en même temps, la danse, la sexualité, et puis par la suite, mon métier très ancré dans le corps, par la chirurgie, qui n'était pas de l'écubération intellectuelle, c'était d'abord du geste, du toucher. C'est magnifique de toucher un corps de l'intérieur. Pour moi, ça m'a ancré. Et ça m'a vraiment donné un lien profond avec la vie. Mais du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne peux vraiment adhérer pleinement que quand mon corps m'a donné le signal. Et alors, bien sûr, comme je disais que l'intuition est un phénomène émotionnel qui me dit oui ou non par rapport aux expériences, l'émotion, elle est manifestée dans le corps. Donc l'intuition, pour moi, est aussi un phénomène corporel. Mais quand je parle de résonance dans le monde de l'âme, dans la dimension de l'âme, c'est encore d'un autre aspect. Et je dirais qu'à ce moment-là, c'est plus des sensations corporelles en lien avec un rejet, un mépris, un dégoût ou un enthousiasme. C'est ici que ça se passe. Il y a une résonance qui fait dans le cœur quelque chose de waouh. Voilà, c'est sans condition. C'est indiscutable et ça ne se justifie pas. Ça ne peut pas. C'est comme ça. Et quand ça, je le sens, j'y vais, je peur de rien. Même si parfois, quand on réfléchit, les situations sont assez embarrassantes ou scabreuses ou potentiellement dangereuses. Peur de rien, je m'étonne moi-même. Et on ne le regrette jamais, ça, parce qu'on a été au bout de ce qu'on avait perçu. Valérie, je ne sais pas si tu as une question, mais moi j'en ai souligné une. Pouvez-vous nous décrire une expérience mystique que vous avez expérimentée? C'est une bonne question. Je n'en ai pas tellement, j'en ai une très très forte, mais qui m'en a rappelé des peut-être moins spectaculaires quand j'étais plus jeune. Et je pense que les enfants sont mystiques. Malheureusement, on les formate très vite à être mental. Hein. On les éduque à être mental, à réfléchir, à comparer, etc., à juger. Mais au départ, l'enfant, et moi j'étais un enfant comme ça, très contemplatif, j'étais un avec le monde, j'aimais le monde, je pleurais parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'amour dans le monde. Mais voilà, c'est la pureté de l'enfant et je pense qu'on l'a tous au fond de nous, on l'a tous vécu, mais on a été souvent très vite éloigné de ça, très formaté à un monde beaucoup plus intellectuel et mental, surtout dans nos cultures. Mais en attendant, j'ai fait cette expérience que moi j'appelle mystique pour lui donner un nom, l'expérience du mystère, hein, mystikos en grec. Et en fait, c'était en 2012 exactement. Oui, en 2012. C'était l'année de mes 50 ans. Donc, si vous calculez, en 2022, j'en ai 60. Et c'était il y a 10 ans. Et j'étais dans une période de mon existence où j'avais vécu une très grande tension. Très, très grande tension. Et je crois que ça a l'importance de dire ça parce que, notamment, j'ai pu constater chez des chamans, chez des êtres qui ont un chemin spirituel et même parfois institutionnalisé dans une certaine culture, que les expériences mystiques se déclenchaient d'autant plus facilement qu'il y a eu une forte tension avant. Et on crée parfois la tension pour que cette expérience puisse se produire. Et ça se crée avec des rythmes, des tambours, ou de sudation, ou que sais-je, mais il y a quelque chose qui nous met dans une forme de tension, de contrainte. Et j'avais vécu ça dans ma vie à ce moment-là. Et puis, je m'étais un peu libéré et je commençais voilà, à reprendre un peu pied, parce que ça avait été une période difficile. Et un matin, je devais écrire une chronique pour le magazine Psychologie. À l'époque, j'écrivais des chroniques dans le magazine Psychologie. Maintenant, j'en écris dans le magazine Happiness. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai quelque chose à faire, j'ai souvent tendance à le remettre au lendemain. Ça s'appelle la procrastination. J'avais ça énormément dans le passé. J'ai ça moins aujourd'hui. Depuis que j'ai compris que c'était ma façon de dire non. Je résistais. Même quand c'est moi qui m'assignais la tâche, je résistais. Et là, je devais écrire cette chronique parce que c'était le dernier jour, c'était la date limite. J'avais résisté jusque-là, il était grand temps que je m'y mette. Et je suis devant mon ordinateur
dans la pièce qui me sert de bureau et je commence à me concentrer sur mon sujet et il y a des travaux dans la rue, il y a un marteau-piqueur qui fait un bruit épouvantable et tout de suite je me dis, bon, ben, je ne vais pas pouvoir écrire ma chronique, je m'arrête, je vais aller me promener et je me dis, ah non, 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 tu ne vas pas te donner d'excuses, tu vas essayer de rester concentré malgré le bruit du marteau-piqueur. Mais comment faire ça quand vous avez tout votre mental qui est pris par ça? Vous êtes happé par le bruit. Heureusement, moi, j'avais appris à méditer depuis très longtemps et donc je me suis mis dans un état de méditation, ce que j'appelle une vigilance apaisée. Et j'ai commencé à focaliser sur les bruits de ma respiration, sur les mouvements de la respiration. Progressivement, cette autorégulation de mon attention sur ma respiration a fait que le mental s'est calmé. Et j'entendais toujours les bruits du marteau-piqueur, mais je n'étais plus autant perturbé, happé par eux. Et à un moment donné, et pour moi c'était tout à fait inédit, je n'avais jamais vécu un truc comme ça, j'entendais les bruits du marteau-piqueur et en même temps, j'entendais le silence qui était au-delà des bruits. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence, il est toujours là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va créer. Il ne faut pas s'isoler dans un endroit sans bruit pour connaître le silence. Il faut pouvoir accueillir tous les bruits et rester paisible, avoir cet espace en nous qui n'est pas perturbé malgré qu'il y ait des bruits intérieurs et extérieurs. Le silence, c'est comme l'écran blanc au cinéma sur lequel il y a des images qui sont projetées, mais quand le film s'arrête, l'écran est toujours de la même nature, il est blanc. Le silence, c'est comme la pièce dans laquelle chacun de nous est ce soir. Ben, on est là, on est un peu le bruit dans cette pièce, mais quand on aura quitté la pièce sera toujours aussi silencieuse qu'elle l'était avant qu'on arrive. Et tout d'un coup, mais ça m'a fait un choc, hein, vraiment, j'étais bouleversé, parce que ça vous paraît peut-être anodin de l'entendre comme ça, mais moi, je le vivais. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression que j'étais un avec le marteau-piqueur, que le marteau-piqueur, c'était moi. C'était incroyable. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais très peu de temps. Parce que tout de suite, mon mental a dit, Thierry, tu fais une expérience d'éveil. C'est fini. C'était fini. Le mental était déjà en train de se réapproprier, d'interpréter, d'analyser une expérience qui est au-delà des mots. Même en parlant, là, je ne peux pas vous la décrire. Je peux juste essayer de faire comprendre que c'est quelque chose qui, waouh. Alors, comme j'ai une formation quand même médicale, scientifique, je me suis intéressé à comprendre qu'est-ce qu'on connaissait d'une expérience comme ça. Et j'avais raconté ça dans Écouter le silence à l'intérieur, il y a des études qui montrent que quand les gens ont ces expériences d'éblouissement, d'illumination mystique, on pourrait croire qu'ils sont devenus dingues. Et quand on enregistre l'activité de leur cerveau, ils ont une extinction de l'activité des zones pariéto-temporales, gauche et droite, qui sont dévolues à la sensation d'avoir des limites et d'être dans l'espace et le temps. Et ces zones s'éteignent, elles sont désafférentées. Et donc, on perd la sensation d'avoir des limites et on perd la sensation d'être dans l'espace et le temps. Alors, certains scientifiques disent, ben ça c'est bien la preuve que c'est une pathologie, parce que c'est au moment où ces aires ne fonctionnent plus que tout d'un coup, la personne croit qu'elle a compris le mystère de la vie, elle est reliée à tout, elle n'a plus de limites. Et bon. Et ces scientifiques disent, on a la même chose dans certaines psychoses, dans certaines schizophrénies ou dans certaines épilepsies, les épilepsies pariéto-temporales. À la différence que, et il y a d'autres scientifiques qui disent, non, mais ce n'est pas du tout pareil. Le cerveau montre quelque chose de semblable, mais nous avons une expérience très différente parce que les schizophrènes ou même les gens qui font des crises d'épilepsie, d'abord, ce sont des crises répétitives. L'expérience mystique, ça ne se passe pas tous les jours. Hein. Ça peut se recréer quand on rentre dans une forme de transe, comme ça, où le mental lâche, hein, et il lâche d'autant plus facilement qu'il y a eu tension avant. Mais en même temps, quand les schizophrènes ou même les gens qui ont eu des épilepsies à répétition essayent de parler de leur expérience, ils ne sont pas très cohérents.
Et ils délirent même un petit peu. Et puis, ils ne sont pas du tout reliés au réel. Alors que les gens qui font des expériences mystiques, quand ils vous parlent de leur expérience, ils sont les pieds sur terre. Ils vont utiliser un vocabulaire restreint parce que par rapport à l'expérience, c'est très peu de choses, les mots qu'on peut utiliser. Mais surtout, ils restent très adaptés et vont faire de leur expérience un projet adapté, ancré dans la vie. Et c'est comme ça qu'il y a des monastères, qu'il y a des grandes communautés religieuses. Le Bouddha, Jésus, c'est même pas eux qui créent ces communautés, mais ils ont tellement impacté de par leur rayonnement qu'ils avaient et l'amour qui s'est dégagé d'eux, que progressivement, des gens ont voulu se rassembler autour d'eux, ont créé des communautés. Mais ces gens, n'ayant pas toujours fait l'expérience mystique, n'ayant pas toujours compris ça de l'intérieur, l'ont analysé mentalement, ont parfois inventé des règles pour essayer de respecter les principes de sagesse que cette expérience mystique vous enseigne. Et alors, ça a donné des religions, mais qui pouvaient être presque en train de trahir le message de l'expérience mystique. Et on a pu dire, Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais devoir te tuer. On a pu le dire, ça. Et ça, c'est du mental. Quand vous avez vraiment senti ça, ça devient très difficile de tuer. Donc voilà ce que je peux raconter comme expérience mystique. Ça m'a rappelé des éblouissements de mon enfance et aujourd'hui, je sais que je retourne là plus facilement, notamment, c'est ce que je partage quand je fais des méditations sur Facebook, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la posture juste ou écouter le silence intérieur, quand on va de façon directe dans ce silence. Et il y a moyen d'y aller. Il faut juste se détendre très profondément et ouvrir son cœur et arrêter de laisser ce mental prendre toute la place et simplement ouvrir, accueillir et à un moment donné, bon, on est là. Merci Thierry. Quelqu'un écrit tu as dit que l'intuition, ça venait du mental? C'est pour moi une Alors, quelqu'un voulait une clarification là-dessus. Oui, je pense avoir été clair, il faudra peut-être réécouter, parce que j'ai été très précis dans ma description, mais oui, je disais que l'intuition est, dans la façon dont j'en parle ici, est une, comment dire, une analyse non conscientisée. Je ne suis pas conscient de ce que je perçois, je ne suis pas conscient de ce qui est en train d'être analysé dans mon cerveau, d'une multitude d'informations. Et heureusement que je ne perçois pas toutes ces informations consciemment, parce que ça serait, je le disais, impossible de parler, de construire une pensée. Je sélectionne des informations qui vont me permettre de m'adapter, de construire ma pensée et après mes comportements. Mais par contre, il y a toute cette information non conscientisée qui est comparée à mes références, à mes expériences du passé, à ce qui me paraît bon pour moi, pas bon pour moi, et va me donner une information sous forme d'émotion qui me dit « vas-y » ou « n'y va pas ». Mais ça reste de l'ordre des capacités cognitives du mental. Alors que ce que certaines personnes ont envie d'appeler intuition, et elles peuvent l'appeler, moi je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de parler d'intuition, mais pour autre chose. Mais en ce qui me concerne, je fais la différence avec ce que j'appelle la résonance, qui elle est vraiment la résonance d'âme à âme, qui fait que, waouh, voilà, je sais. C'est pas que je sais, je suis là en face et ça résonne. Mais ce n'est pas du tout un processus mental, c'est juste un processus de résonance d'une âme à une âme, d'une énergie à une énergie. Ok. Il est 22h40, on va peut-être arrêter, parce que c'était déjà très riche. Merci Thierry. Bravo à vous, bravo à toi pour ce documentaire. Et puis, j'aime pas dire que c'est un documentaire, c'est pour ce témoignage qui est en fait des témoignages, mais c'est un témoignage, c'est plus qu'un documentaire. Et donc, bravo, merci. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci Audrey d'avoir été l'organisatrice et celle qui a initié cette soirée. Merci à vous, c'était cadeau. Alors, je vois que derrière Audrey, il est indiqué « Honors your soul ».
We are one, c'est ça? Oui, en fait, c'est My soul, honor your soul, and we are one. Yes. Et il y a la photo du Mahatma Gandhi. Oui. Ah. Tout va bien. Bien. Bon, ben, on va donc arrêter. Bonne vie à Merci. tous. Hein. Ouais. On peut pas tout le monde, évidemment, mais bonne vie à tous. Et puis, bon chemin d'âme, de retour à l'essence, hein, et à l'essentiel. Ne nous en éloignons pas. Hein. Et je pense qu'on va en avoir besoin parce que quand on aura fini cette crise là, dans laquelle nous sommes plongés, il va vraiment falloir que les cœurs restent ouverts parce qu'il y aura un moment où il y aura des règlements de compte et il ne faudra pas aller là-dedans. Il faudra aller dans ce qu'on pourrait appeler le pardon des uns et des autres pour s'être pris les pieds dans les pinceaux, illusionné, perdu, on ne sait plus où on en est, il n'y a plus personne qui sait où il en est aujourd'hui. Et ceux qui nous font croire qu'ils savent où ils en sont, je me demande si vraiment ils savent où ils en sont aussi. Il va falloir vraiment beaucoup d'amour. Et ce sera le monde qui vient. Hein. Sans ça, il n'aura pas lieu, ce monde. Si on ne va pas là, il n'y aura pas de monde qui vient. Et je suis d'accord avec ce qui est écrit, c'est un très beau message de fin. Merci pour ce conseil. Il est essentiel. Oui, et commençons déjà maintenant. Hein. Arrêtons de nous diviser, ayons un cœur suffisamment grand pour accueillir toutes les sensibilités, toutes les perceptions. Sans ça, ça va être la tour de Babel, hein, mais ça va mal finir. Alors, non, il ne faut pas aller là, surtout qu'il y aura un après. Et je me permets juste de vous partager ceci. Je l'ai partagé à des élèves à l'école de la posture juste cet après-midi, parce que moi, ça me... Il y a plusieurs années, je suis allé au Cambodge et j'étais à Phnom Penh. Et je visitais ces écoles qui ont servi de centre de détention que les Khmers rouges avaient utilisés. C'était comme des camps de concentration. Et il y a énormément de monde qui a été torturé et qui est mort dans ces endroits. Et je suis rentré, il y avait des gens qui étaient avec moi qui ne pouvaient pas rentrer parce que la charge est forte. Hein, là, il reste des âmes, il reste des informations, c'est lourd. D'ailleurs, je pleurais. Et on visite ces cellules avec les lits en fer, les taches de sang qui ont coagulé dans le béton. Enfin, on imagine ce qui a dû être vécu là. Et puis, on le sent, l'information nous impacte. Et à la fin, il y a une salle avec tous les portraits de toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans cet endroit d'horreur. Et en sortant, le guide cambodgien qui m'avait emmené là me dit « Vous voyez ces deux personnes là-bas dans la rue ?» Je dis « Ben oui. » Il me dit « Ça, c'est deux anciens Khmers rouges. Et ils ont assassiné ma famille. Je sais que c'est eux, mais on doit leur pardonner. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas vivre ici. » Et je vous assure que ça, c'est une leçon à la fois d'humanité, d'amour inconditionnel. Je ne dis pas qu'il doit y en avoir, qu'il doit y avoir de la colère, de la peur encore par rapport à tout ça. Mais je crois qu'il y a quand même une capacité chez l'être humain d'être très grand, d'être très profond. Et c'est là que nous sommes convoqués. C'est dans les temps de guerre, et puisqu'il paraît qu'on est en guerre, eh bien, c'est dans les temps de guerre qu'on voit la profondeur de l'être et sa grandeur. Soyons grands, soyons profonds, sans ça, on ne va pas s'en sortir, vraiment. Oui, effectivement. C'est un message essentiel. C'est ce que l'âme veut. L'âme, elle veut de l'amour. Elle veut animer la vie. Elle est la vie. Elle anime la vie. Et elle demande que des liens sains, des liens justes. Et ce sont des liens d'amour. Alors on peut ne pas oublier, mais il va falloir se comprendre les uns les autres. Merci Thierry. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci.